Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre parcours a inspiré un personnage de 10%. Vous avez décidé de passer de la fiction à la réalité en racontant ce parcours d'agent ou plutôt de confidente. Ce sont d'autres confidences que vous racontez dans un livre sur un univers méconnu du grand public, celui des agents. Bonjour Daniel Guin. Bonjour Jacques Pessis. Alors c'est vrai que vous publiez La Môme Cinéma chez Lattès et on dit que vous êtes la femme qui a inspiré Arlette dans la série mythique 10%. Donc on va en reparler tranquillement, mais surtout on va reparler de votre parcours que vous racontez dans ce livre, un parcours d'attaché de presse, d'agent, d'un monde du cinéma en coulisses qu'on ne connaît pas, et on va le faire à travers des dates comme tous les jours dans les clés d'une vie. Alors la première date que j'ai trouvée, elle ne vous concerne pas directement, je vous rassure, mais elle est importante dans votre vie familiale. C'est le 23 juin 1848. C'est le jour où de violentes émeutes éclatent à Paris, ce qu'on a appelé la Commune de Paris. Et c'est vrai que ça vous concerne. Mais ça me concerne d'autant plus, Jacques, que vous ne savez pas que ça fait 20 ans que j'essaie de monter pour la télévision, parce que je pense que ce serait pas la télévision, l'adaptation du Cri du peuple de Jean Vautrin, parce que c'est assez amusant, mais quand j'étais institutrice, avant de rentrer dans le cinéma, on va en parler. J'étais toujours extrêmement choquée de la manière dont on parlait de la commune. Ça se résumait à 2 mots. Ils ont brûlé des églises et tué des curés. Bon, c'est arrivé certainement, mais il y a quand même autre chose dans la commune que ça. Oui, parce qu'en plus, votre famille, vos arrière-grands-parents ont connu la Commune de Paris. Oui. Et je peux vous dire que j'ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans dans un appartement dans lequel mes arrière-grands-parents vivaient donc au moment de la Commune. Alors, il se trouve aussi que quand on pense à la Commune de Paris, on pense à une chanson. Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre rossignol et Merle moqueur. Chanson de Jean-Baptiste Clément, qui a été contraint à l'exil après avoir offensé Napoléon III. Il est en Belgique. Il a écrit cette chanson. La musique est faite par Antoine Renard, bien avant la Commune de Paris, mais c'est devenu la chanson de la Commune de Paris. Je reconnais le spécialiste de la chanson. Hein. Alors, vous avez donc vécu dans cet appartement du côté de Belleville. Ménilmontant. Ménilmontant. Et j'y tiens. Et Ménilmontant. Pierre est né à Belleville, moi je suis né à Ménilmontant. Alors, il se trouve que c'est un appartement dans lequel vraiment vous avez dormi dans l'entrée pendant des années. Ah bah, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Alors, même petite, j'ai dû dormir petite dans la chambre de mes parents. Après, j'ai dormi un peu dans la salle à manger, sur un espèce de cosy, qui ferait fureur aujourd'hui, parce que c'était un truc des années 30. Ça serait très beau aujourd'hui. Et puis après, j'ai dormi dans l'entrée, oui. C'était un appartement modeste, il y avait un évier pour la salle de bain. Bah, c'était d'autant plus... oui, c'était tellement modeste que les toilettes étaient sur le palier, ce qui a été quand même assez douloureux pour ma mère pendant de longues années. Et puis on avait un évier en grès. Je vous dis qu'il ferait fureur aussi aujourd'hui. Mais on n'avait même pas l'eau chaude. Je devais avoir 8-9 ans quand on a eu le premier chauffe-eau. Alors, vous avez un prénom qui est à la fois masculin et féminin, et votre mère l'a voulu, Daniel Guin. Alors, je ne sais pas ce qu'elle l'a voulu, mais c'était assez amusant parce que mon père, lui, avait toujours dit « on aura un enfant, ce sera une fille ». Et maman ne rêvait que d'avoir un garçon. Elle m'a porté pendant 9 mois en pensant à un garçon. Et quand je suis né, d'ailleurs, elle n'a pas été très aimable avec moi au début. Ça s'est bien arrangé depuis. Hein. Et par le jeu du hasard, peut-être, je ne sais pas. Effectivement, mon prénom est à la fois masculin et féminin. Alors, effectivement, Ménilmontant, c'est votre quartier, et quelqu'un de très célèbre l'a chanté. Ménilmontant. Maurice Chevalier, qui a vécu, qui a grandi à Ménilmontant, dans une misère encore plus dure que la vôtre. Oui, mais attendez, on va être très clair. Je n'ai pas été malheureuse. Non, vous avez été heureuse même pendant des années. J'étais très heureuse, d'abord entourée d'amour, et je n'ai jamais manqué de rien. Ce qui n'a peut-être pas toujours été le cas de ma mère, qui n'a pas toujours mangé à sa faim, et bien sûr de ma grand-mère,
vous avez 11 enfants, etc. Moi, je n'ai jamais souffert de la misère. C'était une autre époque. Chevalier l'a connu, lui, avec sa mère, la Louque, et a démarré à 13 ans dans les cafés, moyennant un café au lait comme cachet. Absolument. Alors, il se trouve qu'à 5 ans, vous savez lire et écrire, Daniel Guin. Bah oui. Et vous êtes, je crois, dans une école où on vous imagine passer le concours général. Bah, c'est-à-dire que, ma mère a dû s'arrêter de travailler pendant 2 ans pour m'élever quand même. Et puis, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas babysitter. D'abord, il n'y avait pas les moyens. Hein. Et puis, il y a les grands-parents, ils travaillaient aussi. Donc, ils ne pouvaient pas vous garder. Et puis, à 2 ans, on m'a mis à l'école communale, en maternelle. Et c'est vrai que j'y repense, c'était quand même une époque où, quelque part, parce que je sais qu'aujourd'hui, en maternelle, on fait des éveils, etc., mais on n'apprend pas aux enfants vraiment à lire et tout. Et moi, je ne sais pas, je suis tombée certainement sur des enseignantes extrêmement formidables, mais je suis sortie de la maternelle à 5 ans, je savais lire et écrire. Ça s'est pas arrangé ensuite parce que vous avez de moins en moins travaillé à cause d'un complexe d'infériorité, Daniel Guin. Ah, vous savez, c'est compliqué quand... Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait partie des plus jeunes entrées en 6e de France, parce qu'il faut quand même rappeler qu'à l'époque, pour entrer en 6e au lycée, il fallait passer un concours. On ne rentrait pas comme ça systématiquement. Et je n'avais pas 9 ans quand j'ai fait ce concours. Je l'ai eu, je suis rentré. Et après, ça a été terrible parce que ma mère a été voir pas mal de directrices d'école. Elle voulait que j'aille à Hélène Boucher. Et la directrice disait, vous avez tort, elle est trop jeune, etc. Et je me suis quand même retrouvé dans un lycée très bourgeois. Donc, ça s'est dénoté avec les tenues des autres et vos tenues. Oh, et puis pas seulement ça. Pas seulement ça. J'ai fait la bêtise, peut-être, de me lier d'amitié avec une jeune femme, avec une élève, et je l'ai amené chez moi, impasse Routy-Philippe à Ménilmontant. Ça a été quand même le glas. Oui, j'ai été mise en quarantaine, oui. Oui, parce que vous étiez... J'étais fille d'ouvrier. Fille d'ouvrier, c'était pas possible, on ne les fréquente pas. Exactement. Et les profs étaient pareils. Parce que j'ai subi la méchanceté des élèves, pas toutes, mais enfin quand même. Mais les professeurs n'étaient pas du tout gentils avec moi. J'étais pas de leur... Parce que c'était tous les élèves qui étaient là, c'était tous des enfants d'avocats, de médecins, ou de professeurs à la Sorbonne, etc. C'était quand même extrêmement relevé. Et puis j'arrivais avec une culture qui était la culture de mon quartier. C'est vrai que je connaissais mieux Fréhel et Damia que Mozart, Beethoven et Chopin. Voilà, donc j'étais en complet décalage. Et j'étais quand même trop jeune. Alors, il se trouve quand même que vous devez à un photographe très célèbre votre première photo dans un livre de Winnie Ronis sur Belleville-Ménilmontant. Alors voilà, oui. Et donc oui, absolument. Il y a cette impasse dans laquelle j'ai vécu et on voit une petite fille de dos et maman me dit que c'est moi. Donc je veux bien croire que c'est moi. Ce qui est vrai, c'est qu'on voit le monsieur qui venait allumer le réverbère. Ça, je l'ai très très bien connu. Avant qu'il mette un horrible néon qui faisait encore plus ressortir les lézardes des immeubles. Oui, il y avait à l'époque, Daniel Guin, des allumeurs de réverbères. On ne sait plus ce que c'est aujourd'hui. Bien sûr. C'était quoi exactement? Le soir, ils venaient avec, moi je connais rien, une grande canne. Oui. Et ils allumaient la flamme. Oui, pour qu'on puisse voir la nuit. C'était un lampadaire comme ça, vous savez. Enfin, je fais les gestes. Voilà. Et il ouvrait, il allumait, et puis il refermait, et puis on partait. Et c'est comme ça qu'on a été éclairé que Paris devenait la ville lumière, justement. Absolument. Alors, c'est vrai que la chanson vous a marqué dès vos jeunes années, Daniel Guin. Oui, oui. Vous avez toujours aimé chanter? Toujours. J'ai toujours chanté. Maman me dit qu'à 2 ans, elle me mettait sur la table et je chantais aïe 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 Maria, Maria de Bahia. Chanson d'ailleurs de Paul Misraki, qu'il a rapporté d'une tournée en Argentine pendant la guerre quand il avait dû s'exiler. Voilà, la première samba brésilienne. Je chantais ça. Et il se trouve aussi que vous adoriez danser. Ah oui, oui. Vous dansiez dans tous les cabarets. J'étais une bonne danseuse. Et il y a quelqu'un que vous avez connu tout à fait débutant, avec qui vous avez dansé, c'est Guy Marchand, je crois. Oui, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents vraiment assez étonnants qui m'ont laissé sortir très jeune. Et le samedi soir, il y avait rue Pelleport, en haut de la rue Pelleport, une pièce où on se retrouvait tous. Alors à l'époque, on parlait pas de DJ, mais on passait des disques et on dansait tous. Et j'étais une très bonne danseuse de bebop. Et un jour,
il y a un garçon qui est arrivé, qui était un peu plus âgé que moi, qui avait 4-5 ans de plus que moi, et on a dansé le bebop beaucoup. Qui m'aurait dit que je l'aurais retrouvé quelques années après sous le nom de Guy Marchand, et on en Et qui a fait rigolait. une très belle carrière. Oui. Et puis vous avez aussi connu les chaussettes noires en train de répéter. Alors, pas vraiment répété, mais quand je rentrais, là j'étais en 3e, donc j'avais 15 ans, quand je rentrais du lycée, c'était une boîte privée, comme j'avais été viré en 4e du lycée, la seule solution c'était d'aller en boîte privée. Quand je pense à mes parents, quand même, le sacrifice qu'ils ont fait. Bon, et je descendais au Lilas, c'était au Lilas, et à la porte des Lilas, il y avait un café dans lequel il y avait les chaussettes noires. Parce que c'était le début dont on parlait des chaussettes noires. On connaissait pas très bien encore, mais il y avait donc Eddie Mitchell, que j'ai connu après aussi. Voilà. Et les chaussettes noires, d'ailleurs, Eddie Mitchell a découvert ce nom lorsque le 45 tours est sorti, parce qu'il n'était pas au courant qu'Eddie Barclay et Jean Prouveau, patron des Linières de Roubaix, avaient passé un accord pour que les chaussettes noires de Roubaix soient le sponsor du groupe. Je savais pas du tout, alors. En tout cas, il y a des tas de choses qu'on apprend sur vous dans ce livre. On va continuer à l'évoquer à travers la date du 6 mai 1970. À tout de suite sur Sud Radio avec Daniel Guin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Daniel Guin, vous publiez chez Lattès un demi-siècle avec les stars sous le titre La Môme Cinéma. Il y a également, il est précisé que vous êtes la femme qui a inspiré Arlette dans la série 10%, on va en parler. Mais avant de parler de ça, on continue à parler de votre parcours et de votre vie. Et on a évoqué vos débuts à Ménilmontant. Et le 6 mai 70, c'est une date importante, c'est la sortie d'un film dont voici la bande-annonce. Attention, attention. Un dangereux récidiviste vient de s'échapper, semant la confusion et la terreur sur son passage. Le petit Bougnat. Le petit Bougnat, où deux jeunes enfants se retrouvent en colonie de vacances. Le garçon s'appelle Claude Amazan et la jeune femme s'appelle Isabelle Adjani. Et c'est vrai que vous êtes retrouvé stagiaire sur ce film, Daniel Guin. Oui, parce qu'en fait, j'étais enseignante à Montreuil, puisque entre-temps, nous avions déménagé, et grâce au 1% patronal, ma maman avait eu accès à un HLM à Montreuil. Donc là, c'était quand même... Le roi n'était pas notre cousin, hein, je veux dire... j'avais ma chambre, on avait des toilettes dans l'appartement et une salle de bain. Là, c'était formidable. Et donc vous êtes institutrice, d'ailleurs vous avez été accueillie par la mère de Sabine Audepin. Ah oui, mon premier... Alors, non mais je réalise à quel point le cinéma m'a marqué inconsciemment. Comme je dis, à Ménilmontant, quand je descendais la rue des Partants, la rue Tlemcen, au coin, il y avait le lycée Voltaire qui était l'IDEC. Oui. Donc, où les réalisateurs sont venus faire leur classe. Mon ami d'enfance, Micheline Skorecki, Louis Skorecki, que j'ai connu, que j'avais 2 ans, est devenu comme un grand critique à Libération, avec Serge Danet, que j'ai connu aussi quand j'avais 14-15 ans. C'est très bizarre, mais parce que mes parents allaient beaucoup au cinéma. Malgré les petits ouvriers, ils allaient 3 fois au cinéma par semaine, et ils me trimballaient comme ça. Et donc, moi, j'avais toujours rêvé d'être réalisatrice. Voilà. Et donc, vous obtenez un stage de mise en scène sur ce film de Bernard Toublan-Michel. Et votre mission, c'est s'occuper des enfants, Oui. dont Isabelle Adjani, Oui. qui était toute jeune à l'époque. Bah, elle avait 14 ans. Oui, on a 10 ans différents. Elle avait 14 ans. Elle avait 14 ans et c'était déjà une adulte dans les conversations. Oh, oui, absolument. Et quand je raconte, c'est vrai que, bon, on m'avait prise comme stagiaire parce que comme j'étais institutrice, ça les arrangeait bien. Moi, ça m'arrangeait pas du tout parce que j'avais envie d'être sur le plateau, mais peu importe. Et le soir, on faisait dîner les garçons. Il y avait 3 garçons. Il y avait des jumeaux qui faisaient qui se relayaient pour le rôle, et puis un autre garçon. Et il y avait Isabelle. Alors les garçons, ils avaient 13 ans de ça, mais ils étaient immatures par rapport à Isabelle. Et alors, on les faisait dîner le soir à genre 19h30 pour qu'ils se couchent à 20h ou 20h30. Et un jour, Isabelle vient me voir, elle me dit, tu sais, vraiment, ça me ferait plaisir de dîner avec vous et tout. Donc, j'ai été voir, c'était Scipion qui s'appelait, je sais plus si c'est Robert ou Roger. Robert Scipion. C'est Robert qui était le directeur producteur délégué chez Georges de Bourgard. Ouais. Et il lui a donné l'autorisation. Et j'ai senti que pour Isabelle, c'était important d'être avec les adultes. Et comme je le dis, elle avait 14 ans, elle lisait La religieuse de Diderot. Je dirais, elle avait un regard sur le monde et tout qui était absolument étonnant pour son âge quand même. Alors vous, votre passion du cinéma et du théâtre, c'est né d'abord dans un ciné-club au théâtre de l'Est parisien. Oui, alors ça s'appelait,
En fait, avant de s'appeler le Théâtre de l'Est parisien, ça s'appelait le Zénith. Oui. Et c'était le cinéma dans lequel, avec mes parents, c'était le cinéma un peu du dimanche. Il était plus beau que les autres. Parce qu'il y avait l'Impérator, il y avait l'Excelsior, il y avait tout ça, mais le Zénith. Et alors, quand j'allais au cinéma avec mes parents, c'était encore l'époque où on voyait les actualités, et puis après, il y avait quelqu'un sur scène, et puis après, on voyait le film. C'est comme ça que j'ai vu Jacques Brel qui démarrait. J'étais pas grande, hein, j'étais toute petite. Et donc, le Zénith, alors je sais pas dans quelles années à peu près, mais le Zénith après a été détruit et est devenu le Théâtre de l'Est parisien, où effectivement, tous les vendredis soirs, j'allais voir 2 films avec après discussion, etc. et tout. Vous auriez voulu être comédienne, d'ailleurs vous avez été au cours Simon, mais très brièvement. Ah oui, ça plus que brièvement même. Je rêvais de jouer Phèdre, et René Simon m'a dit que j'avais une bonne tête de soubrette. Voilà, ça a Je été ne suis jamais revenu. Alors, Daniel Guin, vous avez joué quand même des petits rôles dans des films. Vous avez joué dans le premier film classé X. qui s'appelle Change pas de main. Change pas de main. Comment vous êtes retrouvé là-dedans? Avec Paul Vecchiali. Oui. Parce que j'étais allé à Cannes et j'avais vu le film de Paul avec Jacques Perrin. C'était Jacques Perrin et Eva Simonet. Tous les deux ne sont plus là aujourd'hui. Il s'appelait L'Étrangleur. Et vraiment, j'avais adoré l'atmosphère et j'étais devenu ami avec Paul. Et je sais pas si je devais avoir quelque chose qui lui plaisait bien. Il m'avait demandé de faire... c'est un peu... c'était un petit peu, on va dire, une figuration, hein, je veux dire. C'était un film extrêmement intéressant. Oui. Change pas de main. Non. Ok, il y avait des scènes pornographie, mais il y avait une vraie structure, il y avait un vrai sujet quand même. C'était pas n'importe quoi. Alors ensuite, Daniel Guin, vous entrez à la Revue du Cinéma, qui n'a rien à voir avec les Cahiers du Cinéma. C'est une revue qui avait été fondée en 1946 sous le titre Information UFOCEL par l'Union française des offices de cinéma éducateurs laïcs et qui a beaucoup évolué. Et vous avez débuté là-dedans et vous avez pris du galon dans ce journal. C'est-à-dire que ma rencontre avec Guy Alombert, qui était président des associations des parents d'élèves à l'école où j'étais, parce que le cinéma encore... Ma collègue, quand j'étais instit en CE1, ma collègue de CE2, elle s'appelait Annie Miller. Oui. Et son mari, Claude Miller, il était directeur de production au film du Caroche chez Truffaut. La vie est quand même une drôle de chose, quand même. Et je rencontre Guy, donc, en 69. D'ailleurs, c'est lui qui m'a fait avoir le stage sur... C'était un grand ami de Georges de Bourgard, qui m'a fait avoir le stage sur le film. Et après... Guy est parti à Ville d'Avray où là, grâce à lui, j'ai rencontré Isabelle Huppert, Didier Flamand, tout ça, qui avaient 20 ans, même pas. Et je suis rentré, en fait, après 68, quand même, j'avais un petit peu, manifesté. J'étais muté. Et j'étais dans ma chambre et je me suis dit, Daniel, si tu signes là, tu signes pour 50 ans. Et je ne me voyais pas signer pour 50 ans. Donc je suis arrivé dans la cuisine où mon père épluchait les haricots verts. Mon père qui avait toujours rêvé d'être instituteur. J'étais quand même la seule de ma famille à avoir passé le bac. Hein, faut savoir. Et je lui dis, je quitte l'éducation nationale. Et il m'a dit, est-ce que tu as toujours le mal dans le dos? Et je lui dis non. Il m'a dit, alors tu as raison, ma fille. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Et vous avez connu comme ça votre premier festival de Cannes en 70, je crois, l'année où MASH a gagné, oui. Et où le prix d'interprétation masculin a été donné à Marcello Mastroianni. Oui. Et vous avez découvert un festival de Cannes qui était une fête à l'époque. Oui. C'était pas très drôle pour moi parce que quand on connaît pas grand monde, on est un peu perdu. Et à l'époque, le Festival de Cannes, vous l'avez connu, Jacques, vous aussi, le Festival de Cannes n'était pas aussi un mastodonte aussi grand que... Mais enfin, il y avait déjà quand même beaucoup de monde. Hein. Et quand on connaissait personne... Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré des gens. D'abord, je suis venu un peu en freelance pour la Revue du Cinéma, où je faisais des paquets à la Revue du Cinéma parce que j'avais tout quitté pour aller pour être ouvrière spécialisée. Bon, c'est ça qui est drôle. Mais tous les gens qui étaient là m'emmenaient au cinéma, aux projections de presse le soir. Et j'ai eu la chance, j'ai demandé à Pierre Rissian, grand monsieur du cinéma, grand attaché de presse et puis après réalisateur, et de faire une interview de John Borman. Et j'ai fait John Borman qui présentait Léo The Last, qui avait eu le prix d'ailleurs spécial du jury, je crois, à Cannes cette année-là. Et je ne parlais pas un mot d'anglais. Je
parle toujours pas d'ailleurs, un mot d'anglais, et c'est Pierre qui a traduit l'interview de John Borman. Et puis vous avez aussi, à l'époque il n'y avait pas vraiment de badge pour le Festival de Cannes, vous avez réalisé des badges pour des jeunes qui venaient du Périgord. Ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est une histoire assez drôle parce que j'avais été attaché de presse, j'étais devenu attaché de presse à ce moment-là, et je m'occupais du Festival de Lille, qui était à l'époque le plus grand festival, j'allais presque dire mondial, de court-métrage. Et il y avait quelqu'un qui était de ce festival qui s'appelait Denis Gerbrand, qui était chef opérateur, enfin opérateur, et qui est devenu après un très très grand documentariste. Et un jour, je reçois un coup de fil d'un monsieur avec un accent du Périgord qui me dit « Denis Gerbrand m'a donné votre nom. J'ai fait un film en Occitanie et en occitan. Et il lui dit qu'il faut que je vous le montre. » Et j'ai vu ce film avec Bernard Martinan, qui travaillait avec Henri Langlois à l'époque, et c'était en occitan, croyez-moi, il n'était pas sous-titré, on ne comprenait pas. Mais je ne sais pas ce qui fait que on s'est dit que c'était vraiment important. Bref, on a réussi à faire venir le film à Cannes, et ce qui était drôle, c'est que les gens du village où avait été tourné le film étaient descendus à Cannes en camping-car, et ils avaient pris des balais, des manches à balais qu'ils avaient tronçonnés, qu'ils avaient polis, peint avec des petites fleurs, etc. et tout, et mis des petites agrafes derrière pour qu'on puisse le mettre pour faire des broches. C'est fabuleux. Même Toscan du Plantier me l'a demandé. Et on ne peut pas imaginer ce genre de choses aujourd'hui. Non, malheureusement. Enfin bon. Une autre date importante dans votre vie, liée à un événement et un succès, c'est le 18 septembre 1985. À tout de suite sur Sud Radio avec Daniel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Daniel Guin. Vous publiez La Môme Cinéma, un demi-siècle avec les stars chez Lattès, un certain nombre de stars, Adjani, dont on a parlé, beaucoup d'autres qu'on va évoquer. Et il y a un petit bandeau, la femme qui a inspiré Arlette dans la série 10%, on en reparlera aussi. Mais c'est l'occasion de parler de votre parcours. Et le 18 septembre 1985 est sorti un film qui a un peu changé votre vie d'attaché de presse, qui est 3 hommes et un couffin. Ça a été un succès que personne n'imaginait. Personne n'imaginait. D'abord, déjà, personne n'imaginait non plus faire le film parce que Jean-François Le Petit avait fait la tournée de tous les distributeurs, etc. Personne ne voulait du film. C'est Anne-François qui, à l'époque, dirigeait 3A, la maison que les Bovici avaient créée, maison de production et de distribution, et qui a mis l'argent sur la table, ce qui a permis de faire le film. Et c'était très, très drôle parce que, vous savez, Jacques, quand on sortait film, les producteurs, ils aimaient bien qu'on ait des avant-papiers pour annoncer le film. Et là, Dussolier, un petit peu, avec Philippe Nora-Beaulieu à l'époque, j'avais eu une page dans Match, mais pour le reste, Bougelin n'était pas très connu à l'époque, et quant à Roland Giraud, oui. non plus. En plus, Colline, elle venait de faire un film qui n'avait pas très bien marché, enfin bref. Et je me rappelle, Jean-François Petit n'arrêtait pas de me dire « Daniel, je veux des avant-papiers, je veux des avant-papiers. » Bah oui, il n'y avait pas d'avant-papiers. Et j'avoue que, je le dis humblement, tout ça nous dépasse complètement. C'est pas l'attaché. Enfin, on fait bien notre travail, c'est pas le problème. Mais il s'est passé quelque chose que nous sommes incapables de maîtriser. C'est-à-dire que tout d'un coup, le bouche à oreille devient tellement faramineux. On a le même truc avec Artus aujourd'hui, oui. Je pense. Enfin bon, c'était incroyable. Et on a fait, on est sorti le même jour qu'Alien. Et on a fait Paris-Périphérie, on a fait 5000 entrées. Et alors après, la première semaine, on a fait 100 000 entrées. Ce qui était vous savez, un nombre, puisqu'on calcule par jour, on se dit bon. Et après, ça n'a pas arrêté. Jusqu'à Paris, on a fait plus d'1 million. Et en fait, après, sur la France entière, on a fait, d'ailleurs c'est prétentieux de dire, le film a fait 13 millions. À l'époque, c'était le deuxième film après La Grande Vadrouille sur le plan des entrées. Bien sûr. Et Guy Bedos a refusé de tourner dans le film et s'en est toujours voulu. Ah. Et bon, et c'est vrai que c'est la vérité. C'est vrai que c'est moi qui ai pensé à André pour le rôle. Et c'était quand même un cinéma qu'il avait jamais abordé. Je veux dire, il n'était pas dans ce cinéma-là, dans cette comédie, etc. et tout. Et c'est vrai que ça nous a changé la vie à tous.
même Michel Boujna, les Magnifiques, ça a démarré grâce à ça. Alors, à l'époque, je me rappelle, on était à Joinville au montage et tout. On avait vu une partie avec la tétine à 3 vitesses. J'étais plié de rire. Mais on savait pas que ça ferait tout ça. Et je me rappelle, Michel était il me dit, Daniel, tu sais, en ami, hein, j'étais ni son attaché de presse, ni quoi que ce soit, ni son agent. On me propose à l'Olympia, qu'est-ce que t'en penses? C'était en décembre. Hein, nous, on était encore l'été, là, en décembre. Je lui dis, écoute, vas-y, tu verras. Puis, je sais pas ce qu'il m'a pris. Ça sera prolongé. Et ça a marché. Bah oui. Et ça a lancé sa carrière. Alors, ça a aussi lancé votre carrière d'attaché de presse parce qu'après, vu le succès, on vous a tout proposé. Oui. C'est très bizarre comme sensation. Parce que moi, j'avais le sentiment d'avoir fait mon travail sur tous les films que j'avais fait avant, d'avoir fait mon travail. Bon, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de premiers films, beaucoup de films d'auteur, etc. Mais tout d'un coup, j'étais devenu incontournable. Et donc, on vous proposait tout avec plus ou moins de succès parce qu'un film, le public choisit derrière. Mais bien sûr, bien sûr. On a un travail à faire qui est un travail d'information. Ça, c'est tout à fait normal. Mais n'importe comment, et heureusement, c'est le public qui décide. Mais il y avait des films très difficiles à défendre, comme La Belle Noiseuse de Jacques Rivette, qui durait 4 heures, je crois. Oui, d'accord, mais ça, c'est quand même, ça fait partie des grands films. Oui. Parce que avant, La Belle Noiseuse, c'est après les troisième coups. Enfin, j'étais tellement ravi de travailler avec Rivette, et après aussi avec Doyon. Mais moi, avant, je faisais des films, c'était des films qui sortaient dans très peu de salles. Jean-Pierre Sentier, qui était un merveilleux comédien, et qui est un réalisateur qui a fait 4 films, je sais même plus, oui, 4. Qui a fait, 4 films, je crois, mais qui était pour moi un des derniers surréalistes. Mais c'était des films extrêmement, pas intimes, mais oui, de petite consommation, on va dire. Tout à fait. Et là, ça a changé. Alors, il y a quelqu'un aussi que vous avez lancé, c'est Raymond Depardon, parce que Raymond Depardon débutait dans le cinéma. Je ne l'ai pas lancé, j'aurais pas cette prétention-là. Mais j'avais rencontré Raymond au Festival de Lille encore, parce que il venait présenter Numéro 0, et Claude Perdriel voulait faire interdire le film parce qu'il trouvait que c'était la création du Matin de Paris. Oui. Et Perdriel n'était pas très très content de ça. Et je me rappelle, on a été en référé au tribunal à 14h, et puis bon, Perdriel a été débouté et on a pu passer le film. Et puis du coup, après, j'ai fait tous les films, jusqu'à ce que je devienne agent, j'ai fait tous les films de Raymond. Notamment Faits divers. Faits divers. Sur la police. Et d'ailleurs, ça vous a rendu service un jour, car vous avez eu, Daniel Guin, quelques ennuis avec la police un soir. Moi, j'étais une enquiquineuse. Je les comprends, mais... je m'assagis en vieillissant. J'étais une emmerdeuse première avec eux, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais là, j'ai pas aimé. Non, mais j'étais une enquiquineuse. Ça devait être le sang anarchiste de mon grand-père qui devait couler dans mes veines. Mais non, là, quand j'étais en garde à vue, c'est pas pareil. C'est que je sortais d'une représentation de Entre les murs pour le théâtre. Il y avait François Bégodeau. Et j'ai dit à François, je t'attends. Il me dit non, écoute, j'ai un débat, puis demain, bon, bref, je descends et je vois des gamins, main contre le mur. Ça m'a rappelé de mauvais souvenirs des années 60 à Ménilmontant. Entre les flics et le FLN et tout ça. Bon, bref, peu importe. Et je m'arrête, je demande et le flic me dit, circulez, il n'y a rien à voir. Je dis, quand même, voir des mômes, les mains au mur comme ça, face au mur. Pourtant, c'est des gosses, c'est des gamins qui sortaient du théâtre. Et puis, à un moment, je me dis, bon, je vais pas attendre, etc. Et puis, il m'a énervé parce qu'il m'a dit, allez, circulez. Et là, du coup, je dis, allez, ça va, connard. Voilà. Donc, directement, ils m'ont attrapé, m'ont pris mon sac, ils m'ont mis dans une voiture. J'ai cru que j'étais Mesrine. La dame qui conduisait. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle conduisait très bien d'ailleurs, mais enfin bon. Et quand ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai dit, je suis agent artistique. Je pense que pour eux, j'étais cocaïnomane, alcoolique, peut-être un petit peu, que j'avais tous les défauts du monde et toutes les perversions du monde. Oui, parce que ce métier d'agent artistique, ce n'est pas finalement connu du grand public. Non, mais pour eux, à partir du moment où on était dans le milieu artistique, on était obligatoirement perverti.
Alors, vous avez aussi, Daniel Guin, donc vous avez été attaché de presse, vous avez produit des pièces de théâtre, Oui. ce qui vous a quelquefois coûté beaucoup d'argent. Ah, j'ai pas quelquefois, c'est constamment. J'ai tout perdu. Mais pourquoi l'avoir fait? Je pense que ça doit être toujours le fait que j'avais toujours envie de... Comme je voulais être réalisatrice, je pensais que j'avais envie de créer et que quelque part c'était ma manière à moi de créer. Je mettais de l'argent, mais bon, mais cet argent il servait à des choses que je revendiquais, que j'aimais. Voilà, donc c'est aussi ma manière de participer à cette forme de création. C'est Pierre Cardin aussi, avec son espace Cardin, qui m'a dit un jour, avec tout ce que j'ai perdu au théâtre, j'aurais pu m'acheter 50 châteaux, mais je le fais quand même. Ah bon, ok, oui. Mais moi, avec tout ce que j'ai perdu, j'aurais pu m'acheter un appartement, mais je le fais pas, parce que je peux pas. Mais c'était une époque d'ailleurs, et vous le dites dans ce livre, où il y avait des femmes qui pouvaient acheter un théâtre dans une journée, comme Marie Belle, comme Hélène Martini. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On peut pas imaginer ça aujourd'hui. Non, je cherche. Mais ça me fait penser que vous me dites ça, mais je cherche, il n'y a pas vraiment beaucoup de théâtres qui sont dirigés par des femmes aujourd'hui. Très, de moins en moins. Eh oui. Ce sont des groupes, maintenant c'est autre chose. Oui, mais parce que la dernière qui était là, c'était Myriam, femme de Colombie. Oui. Donc j'aimais beaucoup, Montparnasse, j'adorais. Et je me dis, elle est partie, il n'y a pas d'autres femmes Non. ou je me trompe? Non, il n'y en a pas d'autres. Ah oui. Alors, je crois qu'à la Pépinière, il y a une femme, mais c'est Ah Caroline. si, Caroline, pardon. Voilà. Ah, Caroline, oui, pardon. Alors, et Madame Martini, elle avait acheté les Folies Bergères pour une raison très simple. Elle était arrivée de Pologne en exil. Elle avait été danseuse nue aux Folies Bergères en 37 et elle a acheté le théâtre quelques temps plus tard. Alors, il y a aussi votre métier d'agent qui est né un jour parce qu'on vous l'a proposé et que ça a changé totalement votre vie. Alors, en fait, je n'avais jamais voulu, je ne voulais pas être agent, je ne voulais pas, il y avait quelque chose qui me... D'abord parce que je ne suis pas une juriste, or il fallait quand même penser au contrat, négocier, tout ça, c'était pas vraiment mon truc. Et c'est vrai que j'étais, on va dire, le mot tanné par Jean-Marc Ganassia, Qui était lui un patron d'agence. d'agence de Cinéar, Oui. qui est toujours là. Enfin, lui, il est plus là, mais l'agence s'appelle toujours Cinéar. Et j'avais pris mes bureaux d'attaché de presse avec mon équipe dans les locaux de Jean-Marc. Il savait pourquoi il m'accueillait, parce que tous les soirs, il me tannait. Alors en plus, ce qui s'est passé, si on veut être très honnête, ce qui s'est passé, c'est, bon, vous en parlerez ça tout à l'heure, j'avais un très grand ami qui s'appelait Bernard Giraudot. Voilà. Et justement, on va parler de lui en écoutant sa voix. C'est une famille très particulière, le théâtre. Une famille dans laquelle on joue, quelquefois sérieusement. On ment avec beaucoup de sincérité. La voix de Je sais pas Bernard si Giraudot qu'on reconnaissait entre mille et qui a été vraiment quelqu'un de très important dans votre vie, Daniel Guin. Ah oui, là, vous m'avez cueilli, là. Excusez-moi, mais là, vous m'avez cueilli. Oui, on s'est rencontrés, comme je dis, c'était un coup de foudre d'amitié. C'est pour lui que vous êtes devenu agent. Bah, en fait, oui. En fait, c'est lui qui est venu me dire j'aimerais que tu t'occupes de moi, etc. Et comme j'étais dans cette agence, j'ai dit bon, bah, moi, je m'occuperai du côté, j'allais dire, artistique, prétentieux, mais tout ce qui est quand même artistique. Mais pour les contrats, ce sera Jean-Marc Ganassia. Et puis, comme Jean-Marc continuait, un jour, je me suis réveillé un samedi matin à 10h40. Et j'ai dit, je change de métier. Et vous avez découvert en Giraudot un homme exceptionnel, un homme secret, un grand comédien qui est parti trop tôt. Ah oui, ça oui. Bah, Bernard, il était Gémeaux. Et je trouve qu'il était vraiment très, très représentatif de son signe. Il y avait vraiment une face... la face qu'on connaît de Bernard, ses dents blanches, ses yeux bleus, cette espèce de beauté qu'il avait quand même. Et puis avec un côté un peu, on va dire, machiste quand même, un peu... oui. Ancien marin, voilà. Voilà, ouais, ancien marin, exactement. Et il y avait toute une partie de lui, l'autre partie qui était, je pense, son angoisse constante, sa peur du bonheur. Il avait un côté métaphysique très, très, très fort, où il allait, je crois qu'il plongeait en lui-même pour besoin Vous savez, c'était un autodidacte, Bernard. Et je crois que les autodidactes, ils ont une espèce de...
j'ai notre soif de connaissance. Je le sais, puisque une des dernières fois où j'ai vu Bernard, on savait qu'il allait partir. On a parlé de sa mort. Et il m'a dit, alors, il faudra faire la fête, chanter, danser. J'ai dit ça, tout le monde le dit, mais toi. Et je me rappelle cette phrase, il m'a dit, hormis le fait de ne plus vous voir, la seule chose, moi, c'est que je n'aurais plus accès à la connaissance. Il avait une espèce de boulimie, à la fois en allant marcher, naviguer sur les quatre coins du monde, découvrir, et une espèce de boulimie et après comment dire, et après de pouvoir redonner ça. Il écrivait magnifiquement. Tout à fait. Il écrivait magnifiquement. Et vous écrivez magnifiquement des choses sur lui dans ce livre, L'amour au cinéma, dont on va reparler à travers la date de sa sortie, le 22 mai 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Daniel Guin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Daniel Guin pour ce livre La Môme Cinéma chez Jean-Claude Lattès. On a commencé à raconter votre parcours. On va parler de ce livre qui naît peut-être à cause de cette série. Et alors, sur la couverture, il est écrit « La femme qui a inspiré Arlette dans la série 10%. » Est-ce que c'est vrai, Daniel Guin? Alors, j'allais dire, ça n'est pas complètement vrai. Parce qu'en fait, quand Dominique Besniard a produit cette série, le modèle d'Arlette était Josette Arrigoni, que vous avez certainement connu, oui, Jacques, qui était agent à Armédia. Voilà, mais qui a été aussi travaillé avec Gérard Philippe, je crois. Oui, et qui a arrêté le métier il y a déjà plus de 20 ans. Enfin, parce que moi, j'ai connu très peu Josette. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à l'agence où j'étais, les filles qui étaient là ont commencé à lire les épisodes. Non, mais Arlette, c'est vous, Daniel, Arlette, c'est vous. Non, c'est pas moi, c'est Josette. D'abord parce que moi, j'aime pas les chiens. Enfin, c'est pas que j'aime pas les chiens, c'est pas vrai ça. Mais je me serais pas vu. Bon, enfin, on rigolait, bon. Et puis en fait, quand il y a eu le casting, Constance de Montois qui a fait le casting, que je trouve absolument remarquable, d'ailleurs, le casting, elle m'a avoué, elle m'a dit, mais Cédric Lapiche, il avait pensé à toi. Même pour faire un peu le rôle. Puis je crois qu'au fur et à mesure d'écriture, Josette n'étant plus présente quelque part, c'est moi qui... Ouais, parce que Dominique me l'a dit, il m'a dit, bon, c'est vrai que c'est aussi inspiré, mais ça n'est pas inspiré de moi immédiatement, c'était Josette. Alors, c'est ce qui vous a donné peut-être l'envie d'écrire ce livre, La Môme Cinéma, parce que vous racontez votre parcours. Vous aviez envie de raconter ce parcours dans un livre? Non. Voilà. Non. J'avais pas envie de... J'aurais jamais pensé... Mais, vous savez, dans la famille d'où je viens, on n'écrivait pas, mais on racontait. Et je pense être une bonne conteuse. Et ce qui se passait, c'est que, dans les choses que j'ai vécues, parce que j'ai quand même vécu des choses assez drôles et amusantes et étonnantes, je le racontais. Et à chaque fois, c'est mais pourquoi t'écris pas un livre? Pourquoi t'écris pas... Je ne me prends pas pour une écrivaine, je serai jamais écrivaine. Et... à force, ça a commencé à faire retourner, et puis des amis, et j'ai une amie qui, elle, n'a rien trouvé de mieux que de me trouver un éditeur. Voilà, et vous étiez au travail. Alors, voilà. Dans ce livre, vous évoquez beaucoup de gens et de stars qu'on connaît, et il y a quelqu'un que vous avez lancé, et que vous évoquez longuement, Daniel Guin, c'est Christophe Lambert. Je ne l'ai pas lancé, il était célèbre bien avant moi. Avec Highlander. Ouais, mais c'est vrai que c'est aussi une rencontre, vraiment une rencontre... avec Christophe. Et surtout, ça a été... Bon, vraiment, c'est quelqu'un de bien. Mais ça a tellement été une rencontre aussi... C'est pas pareil que Bernard. Bernard, c'est un coup de foudre d'amitié. D'abord parce que Bernard et moi, on a à peu près le même âge. Christophe est beaucoup plus jeune que moi, quand même. Donc, il y avait aussi un rapport un peu filial, etc. D'ailleurs, il m'appelait souvent maman. Hein. Ce qui était formidable, c'est quand j'ai fait Highlander avec lui, il m'a dit... bon, à partir de maintenant, tu es mon attaché de presse personnel. J'ai écouté, j'ai dit, allez, ça rentre par une oreille, ça sortira par l'autre, etc. Et quand il a fait I Love You, Ferreri, il a exigé que que je m'occupe de lui. Et on n'imagine pas aujourd'hui, et vous le racontez dans le livre, la popularité de Christophe Lambert à une époque. Mais on en reparlait l'autre jour, là, au festival, on en reparlait, c'était... Vous vous rappelez quand on parlait de Bruel, quand oui. Christophe, c'était ça à la puissance 10, parce que c'était tous les jours.
C'est-à-dire que c'était impossible à Cannes, lui, il logeait au Majestic, je logeais au Grès d'Albion, il y avait vraiment 50 mètres entre les deux, on était obligé de prendre une voiture. Et moi, il y a eu de nombreuses fois où j'étais dans la voiture où j'ai eu très très peur, parce que les gens bougeaient la voiture, ils voulaient à tout prix passer les mains pour ce sont des phénomènes. Je comprends qu'à un moment, les gens ils perdent un peu la boule. Hein. Il y a des mamans qui faisaient bénir leur bébé par Christophe Lambert. Ça, alors j'ai trouvé ça. Hein. Et des maris qui demandaient à Christophe de coucher avec leur femme, leur femme, oui, pour qu'elles soient enfin débarrassées. Je vous assure que c'est authentique. Hein. C'est insensé. J'ai reçu des lettres, mais vous ne pouvez pas imaginer. Et ce mari qui a dit, je vous en supplie, parce qu'elle est tellement obsédée par vous que c'est devenu impossible. Alors, couchez avec elle, après je serai tranquille. Alors, il se trouve aussi qu'il a voulu partir aux États-Unis, ce qui n'est peut-être pas la meilleure chose qu'il ait fait, Christophe Lambert. En tout cas, pas à la période où il l'a faite. Voilà. Je trouvais dommage, et je lui ai dit, et on en a souvent parlé, il avait en France des possibilités de tourner avec, à l'époque, tous les, que ce soit Blier, Sautet, Miller, etc., tout le monde voulait tourner avec lui. Mais lui, il avait l'Amérique, il avait envie de l'Amérique. Et de Spielberg a failli le faire tourner dans le Tintin et ça ne s'est pas fait. Non, oui, le film s'est pas fait. Mais par contre, ce qui était plus embêtant, c'est que je trouve là, honnêtement, je n'ai plus souvenir. Enfin, en tout cas, j'ai su que il n'a pas été complètement attentif. C'était quand Hugo Pratt avait voulu faire Cortomates. Oui. Moi, je sais que Hugo Pratt, il m'appelait, il était à Rome, il vivait à Rome, en disant, mais est-ce qu'il me donne une réponse, etc. Et je trouvais dommage qu'il n'ait pas fait ça. C'est un gâchis. Oui. Alors, il y a aussi... mais c'est un homme merveilleux. Mais nous sommes bien d'accord. Moi, je l'ai rencontré, il était fasciné par les téléphones portables qui débutaient et il voulait absolument un téléphone portable et il n'arrivait pas à en trouver car c'était encore très rare. Alors, Julie Gaillet, vous en parlez aussi. Et là, elle vous a quitté, ce qui est pour un film qui n'a pas marché, mais ce qui n'est pas de votre faute, Daniel Guin. Oui, mais comme je raconte... elle voulait vraiment faire ce film. J'ai tout fait pour que Christophe Gans la rencontre, etc. Bon. Et puis un jour, Christophe m'appelle et... C'est le Pacte des Loups, je crois. Oui, le Pacte des Loups. Et il me dit, mais j'ai trouvé moi comédienne, et il me parle d'Émile de Quenne, dont j'étais aussi l'agent. Donc je pense que, c'est pas je pense, Julie a été très blessée, elle est partie, je n'ai été malheureuse, mais j'ai compris, parce que il y a 2 ans, elle a fait une masterclass à Montélimar, dans le cadre du festival de l'écrit à l'écran, et j'étais dans la salle, mais elle ne le savait pas. Et j'ai entendu parler, parce que j'étais tout au fond du truc. Et à un moment, elle dit devant quand même une centaine de personnes, j'ai failli arrêter ma carrière de comédienne, parce que après la déception de ne pas faire le Pacte des Loups, je me suis complètement remise en cause. Et à ce moment, je me suis dit, mais punaise, qu'est-ce qu'elle a dû... Elle a dû souffrir, elle a dû être très très malheureuse. Ça m'a... Oui, ça m'a... Je sais pas comment dire, ça m'a ému. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est le rôle de l'agent, c'est que quelquefois pour une série, on vous donne une fiche d'un personnage, et puis il faut trouver le comédien ou la comédienne correspondante. Ça a été le cas pour Braco. Ah, mais ça c'était trop drôle. C'était... oui, parce que j'étais avec Sylvie Brocheret, qui était directrice de casting, et on avait une fiche, mais c'était portugaise, brune, hein. Et puis en parlant avec Sylvie Brocheret, je lui dis, mais tu cherches quel personnage? Elle me dit, je cherche peut-être ce personnage-là. Et sa définition à ce moment-là n'était pas celle qu'on avait. Elle me dit, je cherche une femme, une 40aine d'années, belle, mais on sent qu'elle a vécu. Et dans ma tête, tout de suite, je lui parle de Sophie Broussal. Elle me dit, quelle belle idée. Mais quand j'envoie Sophie pour faire les essais, pour passer le casting, Sophie m'insulte, mais Agnès, je suis pas brune, je suis pas portugaise, etc. et tout. Elle est allée quand même, et c'est elle qui a eu le rôle. Et voilà. Alors, drôle. Il y a aussi une époque, et vous la racontez dans ce livre, Daniel Guin, où le casting était sauvage. C'est-à-dire qu'on trouvait des gens dans la rue, qu'on faisait débuter. Ça a été le cas de Sandrine Bonner et de quelques autres. Oui, alors je suis très honnête, je suis toujours un tout petit peu sceptique. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours considéré que d'être acteur-actrice, c'est un métier. Bon, Adjani, elle a été trouvée à 14 ans à Gennevilliers, ça l'a pas empêché d'être une grande actrice. Sandrine est une grande actrice aussi. Il y a toujours, mais je trouve que ces derniers temps, depuis longtemps, on a toujours eu tendance à prendre les gens pour ce qu'ils sont.
Et je suis pas sûr que on les fait rentrer dans le cinéma, je suis pas sûr que ça aide beaucoup. Je pense qu'il y a des comédiens qui s'en sont mordus les doigts. Oui. Et aujourd'hui, il y a certains producteurs qui comptent le nombre de followers plutôt que le talent de l'artiste. Ça, c'est autre chose. C'est dément. Ben non, c'est la société. Mais moi, je connais un grand producteur de maison de chanteurs qui va voir, il n'y a pas longtemps, une maison de disques avec une jeune chanteuse qui a du talent. Le chef de produit, comme on dit, n'a pas voulu écouter la chanson parce qu'elle n'avait pas assez de followers, elle débutait. Bien sûr. C'est pas logique. Mais oui, non, mais c'est... Non, mais ce qui est grave, ce qui est embêtant, c'est que, à la limite, quand vous démarrez, ça me faisait toujours, quand j'étais gamine, on voyait dans les boutiques, cherchons vendeuse avec expérience. Alors, comment on fait pour démarrer dans le métier, bon. Et ben là, pour moi, c'est pire que ça, parce que on s'appuie sur des choses qui ne sont pas des choses du métier. La météo, Danse avec les stars, on devient actrice ou acteur. Oui, alors ceci mis à part, je me rappelle avoir écrit un certain temps que il valait mieux avoir fait la météo sur Canal que d'avoir fait le conservatoire. Ouais. Je regrette un peu parce que quand je vois le talent de Virginie Efira, quand je vois le talent de Louise Bourgoin, quand je vois le talent de beaucoup, j'ai été un peu rapide. Alors, vous évoquez aussi dans ce livre une rencontre exceptionnelle qui est la rencontre avec Elizabeth Taylor, Daniel. Ah bah oui, ça... j'étais attaché de presse du Festival de Deauville, et c'était l'année où Elizabeth Taylor est venue à Deauville. Et l'anecdote, je ne crois pas que je l'ai racontée dans le livre, c'est quand même la même année, ils avaient fait venir Debbie Reynolds. Oui, sa grande ennemie. Oui. C'était un peu... Comment on fait quand t'as deux... Elisabeth Taylor, elle avait ses attachés de presse qui se sont tenus à l'écart, et moi, j'ai tenu à l'écart aussi Debbie Reynolds. D'ailleurs, elle s'est tenue très à l'écart puisqu'elle m'a planté sur un journal de 13 heures qu'elle devait faire, voilà. Bon, mais c'était quand même quand je leur ai dit, mais vous réalisez quand même que Taylor, elle a piqué le mari de Debbie Reynolds, Eddie Fisher, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle a piqué son mari, on nous invite la même. Non, franchement, même si ça faisait longtemps que c'était passé, mais bon, là. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup, moi, les titres 50 ans avec les stars. Là, on avait une vraie star. Oui, une star dont les yeux étaient véritablement étonnants. Moi, j'en ai rencontré deux des stars. Oui. Elizabeth Taylor, rencontré, oui. Et Gloria Swanson, à qui j'ai serré la main, quand même. C'était des stars. Pour moi, les autres ne sont pour l'instant que des vedettes. Des grandes vedettes, des grands comédiens. Et c'est vrai qu'elle avait vraiment les yeux violets. Voilà, vous l'avez aperçu. Oui, je l'ai plus qu'aperçu même. Et puis, vous avez créé un festival qui est le festival de Cabourg, festival du cinéma. Et je ne l'ai pas créé. Vous avez participé à la création et vous avez mis au point une soirée de chansons à ce festival. C'est pas une mise au point, c'est que j'étais encore attaché de presse et j'étais venu pour défendre un film de Charlotte Brandstrom avec Morehead et Judith Godrèche. Et cette année-là, à Cabourg, il y avait Véronique Sanson, qui était invitée aussi, etc. Et puis, le soir du dîner, il y avait dans la salle un orchestre, comme je dis à l'époque, un orchestre de baloche, un pianiste, un drummer et un guitariste, etc. Et moi, j'étais à table, je me rappelle, à table avec Dominique Besniard. Et puis, je ne sais plus comment il s'appelle ce comédien avec qui il travaillait, qui est un ancien boxeur. Ferrara, oui, même je rappelle son prénom. Oui, je crois que c'est Serge Ferrara. Je sais plus son prénom. Et puis à la fin, on voit tout d'un coup le maire qui se lève et qui dit « Et maintenant, le festival est terminé. » Et je me dis « C'est pas possible. Qu'est-ce qui me prend ?» Et je dis toujours « Je n'avais pas bu. J'ai traversé la salle. Je suis monté sur la scène. Parce que quand j'avais 18 ans, pour gagner un peu de sous, j'ai chanté un peu dans les balles. Je suis monté. Et là-dessus, Pierre Jolivet est arrivé. Ils ont mis un peu le bins, ils ont mis les chaises, etc. et tout, et je me suis introduite, je me suis mise à chanter, etc. Et après, ce qui a été merveilleux, c'est que Véronique et Murray sont montés sur scène, et ils ont fait un bœuf. Et voilà, et bon, et après, alors c'était drôle parce que les gens étaient partis, je les entendais revenir, puis alors moi je chante les yeux fermés parce que ça me fout les jetons, et je voyais les gens revenir, et ça a tellement bien marché que l'année d'après on a recommencé. Alors c'est devenu un peu un karaoké, hein, maintenant, mais ce qui est formidable, c'est que
quand je dis en rigolant, j'ai fait chanter tout le cinéma français, mais c'est vrai, c'est un drôle de connotation, faire chanter tout le cinéma français. Mais j'ai vu tellement de gens. Et le plaisir qu'ils ont à chanter, et qu'ils chantent bien ou qu'ils chantent pas bien, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de chanter. Et le plaisir, ce sera celui de celles et ceux qui liront votre livre « La Môme Cinéma chez Lattès », plein d'anecdotes de ce genre. C'est pour ça que je le recommande à nos auditeurs et auditrices de plus en plus nombreux. Merci Daniel Guin de l'avoir écrit. Merci à vous, Jacques, merci. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.